Salut à tous, c'est Jean-Charles et bienvenue dans un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis. Aujourd'hui, nous sommes à Lorient et à Lorient, il y a plein de boîtes. Il y a la mer, il y a les ports, il y a les bateaux, mais il y a surtout la société 727 Salesbag ou 727 Salesbag. Et on est avec Mathieu Bimbenet qui va nous parler de l'activité de cette société spécialisée dans la maroquinerie, la bagagerie, la décoration à partir de voiles recyclées. Je vous conduis, c'est maintenant, c'est parti. Bonjour Mathieu. Bonjour Jean-Charles. Merci beaucoup de nous accueillir ici à Lorient au sein de la société. Alors on dit 727 Salesbag, 727 et pourquoi ce nom-là d'ailleurs? On dit 727 Sailbags. Ok. Et le nom 727 vient d'un bateau, le phare 727, qui était un bateau dessiné par un Néo-Zélandais, dont Jean-Baptiste a repris les voiles, qui était son bateau familial. Il a récupéré les voiles de ce bateau familial pour en faire ses premiers sacs. Ok. Jean-Baptiste était le fondateur, l'un des cofondateurs de l'entreprise. L'un des fondateurs. Que tu as repris. Tout à fait, on a repris avec Nicolas il y a 5 ans une entreprise qui avait été fondée par Jean-Baptiste, Erwan et Anna. Ils étaient 3 associés, ils l'ont développée pendant un peu moins d'une dizaine d'années et on l'a reprise après un conflit entre les associés. Comment on explique quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, tu dis bah voilà, moi je suis le patron de 727 Salesbag, comment tu expliques l'activité? Notre métier c'est de recycler ce qui a navigué. Okay. Et de transformer les voiles qu'on recycle en objets désirables, donc du prêt-à-porter, de la bagagerie, beaucoup de bagagerie et de la décoration. Derrière nous, on voit hein, les gens qui regardent l'épisode, les voiles. Comment tu récupères justement cette matière première qui va servir justement à faire les produits? Alors on a différentes sources pour collecter les voiles. On a déjà dans l'équipe, il y a une personne qui est quasiment à temps plein sur le sourcing de voiles. D'accord. Son métier, c'est d'aller chercher des gisements. Tout à travers l'Europe, beaucoup le monde. En Europe, beaucoup en France, Okay. Un peu en Europe, un tout petit peu à l'étranger, outre-Atlantique. Puisqu'on a un container à la Martinique qui nous permet de collecter des voiles et de les charger sur les bateaux qui reviennent des transats. D'accord. Ici, on va plutôt aller voir des voileries qui sont des partenaires, qui stockent des voiles. Quand ils ont à fabriquer une voile, ils utilisent la voile précédente du bateau comme patronage. Ils stockent ces voiles et ensuite, quand on passe, on récupère ces voiles-là. On les achète 1 € du mètre carré, 2 € en bon d'achat. D'accord. Ensuite, on a des teams de course au large ici. Il y en a tout autour de nous. À Lorient, à la base, sur un départ de Vendée, énormément. Ouais. Sur un départ de Vendée Globe, on voit ici on a une quinzaine de coureurs qui s'entraînent et qui ont leur bateau ici, mais on en voit sur les 33 coureurs qui vont prendre un départ de Vendée Globe, il y en a 25 qu'on voit très régulièrement ici, qui viennent pour des sujets techniques ou pour de la maintenance de bateaux et qui viennent nous déposer des voiles aussi. Et donc dans ce cas-là, on fait aussi des produits pour leurs partenaires en échange de leurs voiles. Est-ce qu'on fait un produit identique avec une voile de plaisance ou une voile de course? Pas du tout. On est obligé d'adapter le modèle à la matière. Il y a certaines matières dans les bateaux de course qui sont très épaisses ou bien constituées de fibres de carbone, donc plus difficiles à découper, plus difficiles à assembler. Donc à chaque matière, on est obligé d'adapter le modèle. Je sais pas, on parle en tonnes, on parle en mètres carrés, c'est quoi la consommation annuelle de 727? Chaque année, on recycle à peu près 60 000 mètres carrés de voiles. Okay. Ce qui est important puisque chacune des voiles est découpée, on va voir comment c'est fait dans l'atelier. Ce qui pèse en fait dans le modèle économique, c'est pas uniquement l'achat de la voile, puisque c'est 1 € du mètre carré, on peut se dire ah bah oui c'est pas très cher, en effet c'est un déchet, on lui donne une valeur, mais ce qui coûte c'est toute l'énergie qu'on va mettre derrière pour transformer cette voile et pouvoir l'utiliser, au moins l'amener jusqu'à l'étape équivalente à l'industrie textile, c'est-à-dire une voile qui ressemble à un rouleau avec une pièce découpée dans un format qui convient. Tu me disais avant qu'on prépare et qu'on tourne cet épisode que finalement il y a quand même 80% de la voile généralement qui était utilisée. Je trouve que le pourcentage de pertes et de déchets est assez faible. Oui, c'est vrai. On essaye d'optimiser tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut optimiser. Et c'est vrai que dans la voile, on est obligé d'enlever tous les renforts, les parties les plus épaisses. Par exemple, là, on a sur une voile, il y avait un renfort et notre responsable d'atelier a identifié que ce renfort pouvait servir de partie supérieure d'un pouf. Okay. Et donc on va réutiliser cette partie en renfort. Et dès qu'on peut identifier comme ça des parties qui sont un peu atypiques, en plus des matières principales qu'on va découper pour utiliser pour nos collections de sacs, à côté de ça, dès qu'on peut récupérer des pièces un peu atypiques, on essaye de le faire.
Ça optimise la voile qu'on a finalement achetée et qu'on est en train de recycler. Et puis, c'est aussi un geste de plus pour la planète. Ah oui, il faut en prendre soin de notre planète. On voit toutes les cordelettes qui sont issues de la voile, elles sont aussi elles sont gardées. Alors, tous les nerfs de chute. J'ai un vocabulaire qui est pas ouf, hein, mais tous les cordages. Tous les cordages qui sont dans la voile, et notamment les nerfs de chute, sont récupérés. Et ensuite, on les utilise. On utilise aussi les rabans pour en faire des morceaux de sangle. D'accord. On utilise les garcettes pour les mettre à l'intérieur de nos sacs pour pouvoir y accrocher des porte-clés. Et on a fait toute une série de pochettes aussi dans lesquelles on a placé ces petites garcettes recyclées. Donc dès qu'on peut utiliser une matière qu'on a collectée, ben on est quelque part les éboueurs de la mer. Ouais. On récupère tout ce qui traîne et on essaye de l'exploiter au mieux en lui donnant de la valeur et de l'esthétique. On va avancer parce que on l'a dit, il y a de la maroquinerie, il y a de la bagagerie, il y a aussi du textile. Alors le textile, effectivement, tu portes sur toi un pull qui est fait en mérinos. Montre-nous tes coudières, puisque effectivement, on se doute bien que le pull, c'est pas de la voile, mais par contre, la voile, c'est un insert qui est fait ici. On voit aussi plein de rouleaux, il y a du lin, il y a du coton. Aujourd'hui, il y a beaucoup de matières qui sont travaillées. Ici, à Lorient, on fait principalement la bagagerie, la maroquinerie, c'est ça? Oui, ici à Lorient, on va travailler la confection de la bagagerie et de la décoration. Donc maroquinerie, bagagerie et décoration. Le prêt-à-porter, on le développe ici, mais on le fait fabriquer à l'extérieur. Okay. Nos matières les matières complémentaires qu'on utilise pour nos sacs sont essentiellement fabriquées en France. D'accord. Un peu à l'étranger. Et pour la confection et d'autres matières, pour le prêt-à-porter notamment, on travaille au maximum à 3000 km de la France. Ce qui nous permet de limiter l'impact, mais tout en jouant sur la péréquation des achats de matières et de confection, et en essayant de sortir cette entreprise d'une période de difficulté dans laquelle elle était quand on l'a reprise. Il y a 5 ans. La répartition aujourd'hui des produits faits, c'est quoi? C'est 50% bagagerie, maroquinerie, le restant textile, ou c'est un peu plus déséquilibré que ça? C'est 60% de l'activité sur la bagagerie. Okay. Donc maroquinerie, bagagerie et petits accessoires. On a 25% sur la décoration et 15% sur le prêt-à-porter. Ok. Alors on va rentrer, on a vu d'où arrivaient les voiles, comment elles étaient traitées. Maintenant on arrive dans la partie assemblage. Tu nous l'as dit, beaucoup de maroquinerie, de bagagerie sortent d'ici. Comment ça se passe là? On est où? Alors ici on est dans l'espace de préparation, okay. Qui est la phase intermédiaire entre la découpe de la voile et la confection, okay. à proprement parler. Mais on est donc dans une phase dans laquelle on va prendre les différents éléments, la voile, les numéros qu'on va placer, les bases par exemple pour nos sacs, si je prends l'exemple d'un sac, et on va poser l'ensemble des pièces et préparer le travail pour la confection. D'accord. Dans cet atelier particulièrement, on fait essentiellement de la petite série, on va jusqu'à 50 pièces maximum, et beaucoup de pièces en sur-mesure. Okay. Et surtout, on a une capacité à agir très vite pour des demandes de professionnels qui ont des événements qui arrivent avec des échéances très courtes. Et dans ce cas, on arrive à lancer toute la production ici dans cet atelier. On va aller dans cet atelier de couture. Il y a un lien social aussi très fort dans l'entreprise. Il y a un lien environnemental et écologique avec le réemploi de ces voiles. Tu as notamment dans ton atelier un migrant afghan qui a été pris par la mission locale, que tu as pris en CDD avant de lui fournir un CDI. Tu travailles aussi avec des ateliers protégés, des ESAT. Oui, les gens qui viennent travailler chez nous viennent pour aussi participer de quelque chose de plus grand, qui est de l'ordre du respect de l'environnement, de la protection de l'environnement. Cette notion de circularité, elle est très importante pour les gens qui travaillent ici, pour nos équipes. Et puis à côté de ça, pour nous, c'est indissociable de la dimension sociale. On a une vie d'équipe qui est particulière. Il y a combien de collaborateurs là? Aujourd'hui, on a près de 50 salariés, okay. Dont une petite équipe, il y a 5 personnes aux États-Unis. Voilà, donc 45 salariés sur le territoire français. Quand on a repris, on avait une vingtaine de salariés, okay. Donc ça a pas mal grossi. Pour nous, la dimension économique va de pair avec la création d'emplois et de pair aussi avec cette dimension sociale. Donc en effet, on a accueilli Mohamed qui était... on l'a accueilli d'abord en stage, puis en CDD, puis maintenant en CDI, parce qu'il avait des compétences, il avait la dextérité pour faire la couture. C'est aussi un problème de compétences et d'efficacité, hein. Enfin un sujet. Et c'est aussi pour ça grâce à ça qu'il a trouvé sa place dans l'équipe. Parallèlement, en effet, on travaille avec des ateliers protégés, on essaye de le faire au maximum de nos possibilités.
Personne ne fait les choses parfaitement comme il aimerait le voir dans le monde idéal, mais on essaye de poser un certain nombre de jalons en essayant de faire des gestes qui ne sont pas des gestes de communication, puisque ça, on en parle très peu finalement. Combien de pièces sortent d'ici? Est-ce que il y a un ratio? C'est une pièce par jour, c'est 2 par heure, j'en sais rien. Alors pour un sac standard, on va dire notre légende, par exemple, qui est un de nos best-sellers, on l'appelle le légende, il faut 1 heure de travail. D'accord. Voilà. Donc après, réparti sur 3 personnes, sur l'ensemble de notre périmètre, à la fin de l'année. 1 heure de travail à partir du moment où on a découpé la voile. Ouais, à partir du moment où on commence à toucher la voile, une fois que la voile est découpée, là on a 1 heure de confection. Ok. Voilà. Globalement, sur l'ensemble d'une année, on fabrique à peu près 65 000 pièces, on va dire. D'accord. Donc tout confondu, tout marché confondu. Tout confondu, dont le prêt-à-porter, la maroquinerie et la décoration. Et dans cet atelier, on fait travailler environ 12 personnes, globalement sur la production, entre la découpe, la préparation, la confection et un peu la préparation logistique. Ok. On a monté un étage, vous le voyez, on n'est plus que 2. On n'est plus 2, on est 3 maintenant, puisque Nicolas, vous nous avez rejoint. Vous avez repris avec Mathieu l'entreprise. Quel est votre rôle? Qui fait quoi dans cette entreprise? Alors, je suis officiellement le président. C'est le privilège de l'âge, puisque je suis beaucoup plus âgé que Mathieu. Voilà. Mais on a des rôles équivalents. Mais je m'occupe, moi, du développement commercial et de tout ce qui est administratif, juridique et financier. C'est important de vous voir parce que c'est vraiment une aventure aussi collective. On a vu où on récupère les voiles, la transformation, la couture. C'est ici, par contre, que vous imaginez toutes les collections. Oui, tout à fait. Combien de collections? C'est une par an? C'est vous suivez la mode générale avec une collection automne-hiver? Non, on essaye de se détacher de ça justement. Ouais. On essaye de ne pas être dans un mode de fonctionnement dans lequel on sort un produit qui est soldé au bout de 4 mois, qui sera ensuite déstocké au bout de 6 mois, etc. On essaie de lancer des produits qui vont durer au moins 2 ans, c'est-à-dire 1 an et demi ou 2 ans, c'est-à-dire l'équivalent de 3 ou 4 collections dans le monde du textile habituellement et de la fast fashion, on appelle ça. Donc on s'est détaché de ça, ce qui fait que finalement, nos best-sellers, parmi nos best-sellers, il y a des produits qui sont là depuis au moins 3, 4 ans, 5 ans, parce qu'ils s'établissent progressivement et qu'on voit qu'ils génèrent des ventes qui augmentent progressivement, et donc on les garde dans la gamme. Néanmoins, il faut des nouveautés, et ces nouveautés-là, elles sont apportées au fil de l'année. Alors avec une saisonnalité, on sort évidemment plutôt les marinières au printemps et les pulls marins à l'automne ou à l'hiver, et les doudounes un peu plus en automne ou en hiver aussi. Mais on essaye de se détacher un peu de ça pour avoir des arrivages réguliers. Et donc on a un processus de développement en gros entre le lancement et la fin de environ 6 mois. Et ce processus-là, il peut être décalé s'il y a besoin. D'accord. Donc on n'est pas pressé par le temps de créer des produits. Il y a la souplesse et la flexibilité, quoi. Exactement. Ok. Et donc les collections, on a en gros 150 produits qui sortent tous les ans. Ok. Et là-dedans, oui, c'est beaucoup parce qu'il y a une partie là-dedans, environ 50 produits qui sont des produits dédiés au B2B, ce qu'on appelle donc à faire des cadeaux d'affaires. Vous êtes les patrons, mais pas que, vous êtes aussi les mannequins de l'entreprise. Non, mais c'est important de le dire, on en a rigolé avant le tournage, mais sur le site on le voit et vous précisez d'ailleurs que toutes les personnes qui sont sur les communications sont des salariés. D'ailleurs, vous dites bien ce qu'ils font, quel est leur rôle dans l'entreprise. Pourquoi avoir fait ce choix-là? Parce que ça a été le choix d'humaniser notre marque, de donner un visage. C'est-à-dire qu'au départ, on avait pris des mannequins. Et très rapidement, on a eu des retours nous disant finalement ce que vous vivez dans l'entreprise ne se voit pas là-dedans, c'est un petit peu glacé. Donc on s'est pris au jeu de tenter de mettre en scène quelques-unes de nos équipes. Elles ont adoré ça, ça a été un super moment. Et donc on s'y est tous mis. Avant de vous libérer, Nicolas, c'est quoi la plus grande qualité de Mathieu? Il y en a tellement que j'aurais du mal à dire. Je crois que c'est surtout un homme extrêmement complet, c'est-à-dire qu'il sait tout faire en fait. C'est un couteau suisse. Et également, je pense qu'il a vraiment su donner une âme à la marque. Dans la communication, on sort des codes habituels et il sait vraiment faire en sorte que toute l'équipe raconte vraiment l'histoire de ce qu'on vit ici. Même question, Mathieu, pour la qualité première de Nicolas. Dire du bien de vous. Alors... Nico, c'est d'abord, on est hyper complémentaires et ça, c'est une grande richesse, je pense, de notre binôme. Et Nico, c'est quelqu'un qui va chercher le dialogue, la diplomatie. Et donc ça, c'est une force, surtout quand on a un caractère un peu breton et que parfois il faut... moi, je suis un peu plus rentre-dedans et Nico, il est un peu plus à arrondir les angles. Et sa deuxième, pour moi, grande force, c'est la capacité à développer du business.
c'est la capacité à aller chercher des emplacements de premier choix en faisant 2 allers-retours sur le lieu, en identifiant des pépites, des lieux dans lesquels on a ouvert des boutiques notamment, et du coup d'avoir une vision orientée business en regardant la géographie des choses, que moi j'ai absolument pas, et donc j'admire ça chez Nico, clairement. Merci. Sympa votre question. Hein, c'est le petit moment Calinou de l'épisode. Merci beaucoup Nicolas, on vous libère et nous on va se retrouver directement dans la boutique qui est juste au pied du bâtiment. Là on est dans la boutique qui est juste à côté du siège à Lorient. Aujourd'hui les canaux de vente, c'est des boutiques, des revendeurs, du e-commerce. C'est quoi? C'est un tiers. Les boutiques et le site web font à peu près on fait la moitié du chiffre d'affaires. C'est-à-dire en retail, on fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires, et en wholesale, c'est-à-dire la distribution indirecte, les revendeurs et la partie B2B, ça fait à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Il y a combien de revendeurs aujourd'hui? On en a 80 en France et une quarantaine, une cinquantaine à l'étranger. Ok. Donc ça fait 130 revendeurs. La part de l'export est importante, c'est une ambition à terme à développer? Oui, alors Nicolas est né aux États-Unis, donc forcément ça donne une dimension internationale tout de suite à l'entreprise. Quand on a repris, on a eu l'opportunité de pouvoir créer une filiale là-bas. Donc on a ouvert une petite filiale aux États-Unis avec une boutique en propre, ça fait 200 mètres carrés, c'est à Annapolis, dans la Chesapeake Bay, c'est une baie qui remonte jusqu'à Washington, Baltimore. Okay. Donc ça c'est la dimension internationale. Et puis il y a toute une série de boutiques qu'on a ouvertes progressivement. En réseau intégré pour le coup? En interne. Pas de franchise? On n'a pas de franchise pour l'instant, mais on a des distributeurs qui jouent intégralement la carte de la marque. C'est quoi du coup l'ambition à court, moyen, long terme? C'est de développer encore un peu plus le maillage par les boutiques, c'est d'augmenter, on l'a dit, la part de l'export. Oui. Ça se traduit comment? On a plusieurs axes de développement. On a évidemment continué à ouvrir des boutiques dans des lieux qu'on considère comme essentiels. Ouais. C'est quoi un lieu essentiel? C'est des lieux dans lesquels il y a un certain pouvoir d'achat, il y a une connexion à la mer, il y a une appétence pour le monde de la voile et le nautisme en général. Donc ça, c'est pour le développement des boutiques en propre. Ensuite, la partie digitale, c'est un des leviers qu'on est en train d'activer aussi assez fortement. Okay. Et enfin, il y a toute la dimension B2B, donc produits sur mesure pour des entreprises, qu'on développe aussi énormément. Et globalement, sur tous nos canaux, c'est-à-dire les boutiques en propre, le web, la distribution indirecte, le B2B et les événements, on retrouve ce modèle à 5 canaux dans notre filiale américaine, où on fait des événements, on a un site web dédié, on a une boutique en propre et on a l'intention d'en ouvrir d'autres sur le territoire américain, on a des distributeurs et on fait des produits sur mesure pour des entreprises là-bas aussi. Je le dis parce qu'on n'a pas eu le temps de le montrer, mais il y a aussi toute la chaîne logistique qui est intégrée à l'entreprise, donc les expéditions, tout est géré ici en interne. Tout à fait. On a fait le choix d'internaliser cette dimension logistique aussi pour des raisons techniques. C'est que, par exemple, envoyer un pouf avec le bon intérieur, suffisamment gonflé, avec pareil pour les coussins, les housses de coussins, etc. Les transats, on reçoit les structures d'un côté, on les monte dans l'atelier avant de pouvoir les expédier. Donc pour toute cette série d'opérations, on a décidé qu'il valait mieux avoir la maîtrise, en tout cas dans cette première phase de développement, de redéveloppement de la marque, avoir la maîtrise de ces sujets-là pour d'abord avoir un taux de satisfaction client qui est élevé, et aujourd'hui on a très très peu de retours grâce à ça. Et puis aussi parce que maîtriser la logistique pour nous c'est maîtriser le dernier moment où on met le produit dans le paquet, on met un petit mot au client, et ça fait aussi partie de la relation client. Bien sûr. Voilà. C'est vivre une expérience. Exactement. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter du coup? Bon vent. Un bon vent, c'est bien. En tout cas, si vous souhaitez, vous qui regardez l'épisode, retrouver les produits de 727 Sales Bag, c'est sur le site internet. Vous aurez donc, il y a le e-commerce et vous aurez également toute l'adresse des revendeurs. Merci beaucoup, Mathieu, de nous avoir accueillis. C'était un plaisir et nous, on va se retrouver prochainement pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis. D'ici là, bon vent et bonne mer si jamais vous prenez la mer. À bientôt. Bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC West.